Bonjour. Comme chaque mois, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des juridictions du fond sur le contrôle et le contentieux URSSAF. Présentement, nous envisagerons quelques arrêts récents du mois de juillet 2024. Procédure contradictoire. La lettre d'observation que l'URSSAF doit adresser aux cotisants à l'issue du contrôle doit être signée par la totalité des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle. Dès lors qu'un autre inspecteur, référent régional en matière de travail, de lutte contre le travail dissimulé, a signé le courrier de convocation à une audition du président de la société, a participé à cette même audition et a signé le procès-verbal sans qu'il n'ait signé la lettre d'observation, la procédure est irrégulière. Poitiers, 25 juillet 2024. Le tribunal constate, à la lecture des pièces versées au débat par l'URSSAF Rhône-Alpes, qu'au moins 2 inspecteurs de recouvrement sont intervenus au cours de la procédure de contrôle. D'une part, une inspectrice qui a exercé le droit de communication auprès des établissements bancaires du demandeur, d'autre part, une deuxième inspectrice qui a rédigé le procès-verbal d'audition libre du dirigeant. Le tribunal constate également que la lettre d'observation est signée par une seule inspectrice. L'exigence posée par l'article R243-59-3 du Code de la sécurité sociale n'a donc pas été respectée. En l'absence de signature des 2 inspecteurs ayant pris part activement au contrôle, la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure est nulle. Mise en demeure. La mise en demeure adressée à l'adresse du débiteur produit son effet, quels que soient les modes de délivrance. Cet acte n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, qui doit lui être adressé à la dernière adresse déclarée par lettre recommandée avec AR, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement. Dijon, 4 juillet 2024. Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d'une information suffisante sur son obligation à l'égard de l'URSSAF. À défaut, il n'y a non pas vice de forme, mais omission d'un acte dont la validité est affectée sans que soit exigée la preuve d'un grief. L'indication du montant de la dette constitue une mention obligatoire de toute mise en demeure et de toute contrainte. Si la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observation, il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion. Ainsi, une différence de montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure est de nature à la voir annulée, si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s'expliquer. Pour autant, ce n'est pas le cas s'agissant d'une différence de quelques euros entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui résultant de la lettre d'observation. En l'espèce, la Cour relève que si la société invoque une différence de montant entre d'une part la lettre d'observation et d'autre part la mise en demeure et la signification de la contrainte, cette différence de 5 euros ne nuit pas à la bonne information de la cotisante sur le montant de sa dette. Dès lors, cette différence minime n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la contrainte. Aix-en-Provence, 30 juillet 2024. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article 243.7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observation, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observation et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au 3 de l'article R243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Ces prescriptions sont nécessaires pour que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Est donc encourue la nullité de la mise en demeure en cas de méconnaissance
des formalités substantielles ci-dessus prescrites, sans qu'il y ait besoin pour le cotisant de démontrer l'existence d'un grief. Les deux mises en demeure ne visent pas le courrier de réponse de l'inspecteur au recouvrement, en date du 15 mars 2019, adressé à la cotisant, mais les seules lettres d'observation du 12 novembre 2018. Il s'ensuit donc que les deux mises en demeure du 27 septembre 2019 n'ont donc pas respecté les formalités substantielles prescrites aux dispositions susvisées et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé leur annulation, Aix-en-Provence, 21 juin 2024. La mise en demeure adressée à la société constitue à l'égard du débiteur principal la décision de mise en recouvrement des cotisations, Toulouse, 18 juillet 2024. Décision implicite d'accord. Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observation dans la lettre d'observation consécutive au précédent contrôle que s'il est établi par l'employeur que cette pratique existait déjà dans des conditions identiques et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifié en toute connaissance de cause, Aix-en-Provence, 21 juin 2024. Contrainte et opposition à contrainte. L'opposition à contrainte est suffisamment motivée. Toutefois, force est de constater que la contrainte n'a pas été jointe à l'opposition. La contrainte n'a pas non plus été remise postérieurement au tribunal et son dépit de la demande du greffe, la société se contentant d'adresser l'acte de signification sans y joindre la contrainte. Il sera également vérifié que l'URSSAF s'est également abstenu de remettre la contrainte au tribunal, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-5 du Code de la Sécurité sociale, et la contrainte n'est pas produite à l'audience. Dans ces conditions, l'opposition sera déclarée irrecevable pour défaut de production de la contrainte. TJ de Marseille, 10 juillet 2024. L'article L 244-9 du Code de la Sécurité sociale dispose que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale. Comme l'ont parfaitement rappelé les premiers juges, il est constant que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire, de sorte qu'en cas de litige, le tribunal doit vérifier la qualité du signataire et notamment que le signataire de la contrainte est titulaire d'une délégation du directeur de l'URSSAF Aix-en-Provence, 18 juillet 2024. L'article R 133.3 n'impose pas que la sanction de l'irrespect du délai de 15 jours pour faire opposition soit mentionnée dans l'acte de signification de telle sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef. Paris, 5 juillet 2024. Travail dissimulé. Dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariés entraînant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, Aix-en-Provence, 16 juillet 2024. Dans le cadre du travail dissimulé, la communication du rapport de contrôle et du procès-verbal de contrôle au cotisant n'est pas exigée. Il en est de même de l'information du cotisant de l'existence d'une charte du cotisant dans l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 alinéa 1, qui n'est pas applicable au contrôle en matière de travail dissimulé. Amiens, 11 juillet 2024. Voilà, c'en est terminé pour les jurisprudences du mois de juillet. Nous nous retrouverons pour les jurisprudences du mois de septembre 2024. À bientôt, merci, bonnes vacances.